Alors, notre objectif, c'est évidemment d'essayer d'extraire de cette idée le fait de vivre en situation minoritaire peut-il être un déterminant en soi de la santé? Le contexte canadien, c'était qu'on a une loi sur les langues officielles, on a quand même des structures juridiques qui proposent d'appuyer le développement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et de promouvoir la pleine reconnaissance de l'usage du français et de l'anglais. Alors, partant de là, j'ai posé comme hypothèse, est-ce que la situation linguistique minoritaire en elle-même, et malgré les principes d'universalité et d'accessibilité des soins et services au Canada, influencerait négativement les états de santé perçus? Alors, on a donc fait un modèle d'analyse basé sur la régression logistique, mais qui nous permet de dissocier les effets distincts des différents blocs que vous voyez, qui sont associés au style de vie, qui sont associés aux variables sociodémographiques, au lieu où on habite et à la condition de santé. Alors, quand on met dans notre modèle tous ces blocs-là, qui ont effectivement un effet sur la santé, il reste une portion qui n'est pas expliquée par ces variables-là et qu'on pourrait attribuer donc au fait de vivre en situation linguistique minoritaire. Alors, on a donc pu conclure à cette idée d'un déterminant qui s'appellerait le vécu linguistique, le vécu en situation linguistique minoritaire. Juste pour vous montrer un petit peu la distribution des états de santé, vous voyez que les francophones, les allophones sont vraiment dans une situation à part, mais les francophones, comparés aux anglophones majoritaires, il y a ce petit différentiel dans la perception de santé. La même chose quand on combine avec le statut socio-économique. Alors, plus on est au bas de l'échelle, moins on se perçoit en bonne santé, plus on est en haut de l'échelle, meilleure est la santé, c'est un classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça suit un gradient, puis on voit que la courbe des francophones n'est pas tout à fait celle des anglophones. Alors, ça paraît petit, mais ça reste des données quand même considérables quand on veut établir le portrait de santé. Alors donc, notre résultat principal, c'est que quand on tient compte des différences de structure d'âge et de sexe, les francophones vivant en situation minoritaire sont plus enclins à déclarer une moins bonne santé que les anglophones majoritaires, tant chez les hommes que chez les femmes, mais il y a une petite différence entre les deux. Les femmes il y a une disparition un petit peu de l'effet de vécu en situation linguistique minoritaire, alors que pour les hommes, ça reste beaucoup plus marqué. Qu'est-ce que ça ouvre comme discussion? C'est que ces résultats ajoutés aux observations qu'on connaissait déjà confirment donc qu'il y a encore une fois un différentiel dans les états de santé perçus entre les deux groupes linguistiques et que ça pose aussi l'importance de passer à des analyses plus contextuelles de la santé, qu'on ne peut pas faire juste une épidémiologie simple de relations entre des facteurs et des états de santé. Ça soulève aussi un fait important qui n'avait jamais été documenté. Vivre en situation linguistique minoritaire pourrait être considéré comme un déterminant de la santé. Et ça m'amène donc à cette conclusion générale et qui est importante, c'est de dire que le rapport minoritaire-majoritaire traduit une inégalité au départ qui va être traversée par d'autres déterminants et qui vont engendrer ces disparités dans les états de santé. C'est l'hypothèse d'ailleurs sur laquelle aussi on construit tout notre programme de recherche à travers notre réseau. Alors les retombées politiques, il y a 3 éléments importants à considérer et qui sont à mon avis un levier extrêmement important d'action pour les communautés. C'est la question de la dualité linguistique au Canada. La FCFA, la Fédération des communautés acadiennes, vous comprenez, francophones, avait, lors de la dernière commission Romano en 2002, qui portait sur l'avenir de notre système de santé,
poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter un 6e principe à la loi canadienne sur la santé? Vous savez que la loi canadienne sur la santé, qui a été mise de l'avant par Monique Bégin en 1986, oui, par là, et le fleuron canadien. Hein, je veux dire, quand on dit que le Canada est une société égalitaire, etc., on s'appuie toujours sur nos services publics. Alors, je trouve que donc, il y a un levier de l'utiliser parce que, est-ce que ça voudrait dire donc une obligation pour les provinces de donner les services en français pour répondre à ce critère de la loi canadienne avec ses 5 principes qui sont l'accessibilité, le transfert, la gestion publique, l'universalisme, l'intégralité, la gestion publique, l'universalité, la transférabilité et l'accessibilité. Alors ça, c'est intéressant. Romano présente aussi dans sa commission, dans son chapitre sur la loi canadienne, la loi canadienne comme étant le nouveau pacte canadien, il faut le faire, hein, sur la santé, le nouveau pacte sur la santé. Alors, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser notre discours politique pour aller de l'avant. Alors, il y a là en quelque sorte un objectif de contrat social et puis on peut donc utiliser ce levier-là. Il proposait même de créer une charte des droits et libertés, une charte des droits du patient de la même manière qu'on a une charte des droits et libertés. Alors, si on s'en va dans cette direction-là, je pense qu'on se retrouve avec des opportunités considérables. Romano a aussi défini de façon différente l'accessibilité telle qu'elle l'avait été présentée en 1980, au début, dans les années 80, au début quand on a proclamé cette loi. Alors, il dit, bien que l'accès soit traditionnellement considéré du point de vue de la durée, de l'attente ou de la distance, ce qui est le cas aussi des communautés francophones en situation rurale. Donc, ça, c'est un point, mais c'est doublé maintenant d'autres facteurs. Et alors, il poursuit, il peut aussi subir l'influence de facteurs sociaux et culturels tels que la langue, le sexe, le niveau d'instruction et l'état de santé. Il y a aussi une autre conjoncture politique favorable pour les communautés francophones, c'est qu'actuellement, enfin depuis 20 ans, le Canada, toutes les provinces ont entrepris ces fameuses réformes de la santé. Pourquoi? D'une part, parce qu'on considérait que le système de santé, avec les coûts, l'argent qu'il demande dans les poches du citoyen, ne donnait pas le rendement attendu quand on regarde l'amélioration de la santé des populations. Bien sûr, on peut avoir des grandes technologies, de la haute technologie, mais ça, c'est une portion minime dans les résultats de santé. Alors, ces réformes sont là pour créer des structures régionales, locales, basées sur des réseaux beaucoup plus intégrés de services. C'est pour assurer aussi une meilleure coordination et globalement pour mieux répondre aux besoins des populations. Les dernières réformes, c'est celle du Nouveau-Brunswick, qui est assez importante pour les francophones, et celle de l'Ontario, qui, dans le préambule, pose la nécessité pour le gouvernement ontarien et l'administration ontarienne de considérer les communautés francophones dans l'offre des services. Alors, ils sont en train de créer ces fameux AirLIS, et là-dedans, il y a une place pour les aménagements linguistiques. Alors donc, globalement, je pense il y a actuellement des opportunités politiques, juridiques, sociales qu'on peut utiliser pour aller de l'avant dans l'organisation, en tout cas, et dans l'offre de services en français. Et le Canada a aussi acheté cette idée que la santé repose sur les nombreux déterminants de la santé. On comprend maintenant la dimension sociale de la santé et l'importance qu'elle a. Et avec une production de connaissances là, qui raffine ces déterminants en rajoutant que la situation minoritaire, la situation linguistique minoritaire devient un déterminant, ben, ça donne un envol, en tout cas, du moins pour poursuivre la recherche et pour négocier et mieux documenter aussi les réalités des communautés. Alors, je vais
passer la parole à ma collègue Anne, qui va poursuivre. Merci Louise. Donc, on s'est dit qu'on allait vous donner un exemple un peu dans un autre ordre d'idées. C'est donc une petite étude qui a été faite dans le cadre d'une plus grande enquête. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelle était l'influence de la culture sur les croyances et les comportements relatifs à la fumée secondaire. La fumée secondaire, c'est un fumeur qui fume en présence de quelqu'un qui est non-fumeur, et en particulier les enfants. Alors voilà, ça c'est la définition de façon plus humoristique. Donc l'objectif c'était d'étudier le rôle donc, de ces facteurs culturels sur les croyances et les comportements relatifs à la fumée secondaire chez les francophones au Québec, les francophones donc en dehors du Québec et les non-francophones au Canada. Et alors là vous voyez, la définition qu'on a utilisée, c'est un peu la même chose que Louise vous a montré, sauf que nous, au lieu de parler d'allophones, on a simplement considéré tous ceux qui n'étaient pas francophones, c'est-à-dire les non-francophones au Canada, ça veut dire il y a les anglophones et tous les autres. Donc, au niveau des pourcentages, ça faisait à peu près 4,4% de la population canadienne hors Québec parle en français, et 80,4% de la population québécoise. Alors ici, ça vous donne juste au niveau de l'étude un peu les nombres. Vous avez ici les francophones au Québec, on avait 1219 personnes. Des francophones hors Québec, on avait un échantillonnage de 288 personnes. Et les non-francophones hors Québec, bien sûr, les plus nombreux, 3342. Donc c'était un échantillonnage d'à peu près 5000 personnes. Vous pouvez voir simplement le pourcentage hommes-femmes, les groupes d'âge, les gens qui étaient mariés versus seuls, et ceux qui avaient ici cette ligne, qui avaient une éducation du secondaire ou moins, hein, ou bien alors des gens qui avaient plus que le secondaire comme éducation. Juste pour vous une idée, tous ces chiffres sont des pourcentages. On voulait voir, merci. On voulait voir donc, une des premières choses, c'est qu'on voulait voir quelle était la prévalence de la fumée, c'est-à-dire dans ces différents groupes. Donc, vous avez donc à votre gauche les non-fumeurs, les fumeurs, et puis ensuite la prévalence de la fumée secondaire. Et si vous regardez donc de façon plus précise, vous voyez d'abord qu'il y a plus de non-fumeurs chez les non-francophones. Il y a plus de fumeurs ou de francophones chez les fumeurs. Et au niveau de la fumée secondaire, c'est ça qui est le plus alarmant. Elle est beaucoup plus prévalente au Québec, suivie par les francophones hors Québec et ensuite les anglophones, ou le reste du Canada. Qui est ce graphique sur votre droite, et c'est absolument significatif, et ça montre qu'il y a une préoccupation globale, il y a vraiment donc un différentiel énorme qui peut s'expliquer justement par des origines culturelles. Alors là, j'ai juste choisi de vous donner quelques exemples pour illustrer un petit peu le propos. Là, il y avait toute une série de questions. Et cette question en particulier, c'était de demander aux gens leur opinion sur la fumée secondaire. En particulier, on leur demandait si c'était les parents qui avaient le droit de décider si oui ou non ils fumaient devant un non-fumeur et devant leurs enfants en particulier. Ça, c'est la première. Oups, ouais, il vaut mieux que je vous le montre là. Donc ça, c'est ici. Et là, ici aussi, vous voyez, les Québécois disent, mais bien sûr, c'est c'est à nous de décider. Il n'y a pas besoin d'interférence d'autrui. Nous avons le libre arbitre et nous pourrons décider nous-mêmes. Ici, c'était une autre question qui disait, est-ce qu'il faudrait établir une loi pour interdire de fumer dans la voiture? Alors, ici aussi, vous voyez que les gens hors Québec, et c'est intéressant, ici, vous voyez même les francophones hors Québec, pensent que c'est une bonne idée, alors que les Québécois pensent que c'est moins bonne idée.
Et est-ce qu'il faudrait une loi donc, pour interdire de fumer dans la maison? Hein? Bon, alors bien sûr, c'était des questions qui étaient prises exprès parce que bien sûr, elles pénètrent dans le domaine personnel de la vie privée où les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc. Mais on voit très bien au niveau des opinions que les Québécois, donc les francophones au Québec, sont ceux qui sont de façon le plus marquée, veulent leur parfaite indépendance et le droit de contrôle sur la façon dont ils mènent leur vie. Les francophones hors Québec sont un peu au milieu et les anglophones ou le reste sont différents. Alors un autre petit exemple juste. Alors là, on l'a demandé aussi, quelles sont les stratégies que vous devriez utiliser pour éviter d'exposer vos enfants à la fumée? Et donc ici, on leur a demandé, est-ce que si on ouvre la fenêtre ou une porte pendant qu'on fume, est-ce que vous pensez que ça réduit les risques d'exposition à la fumée secondaire? Et là aussi, vous avez la séparation entre fumeurs et non-fumeurs. Il est très clairement, vous voyez qu'au niveau, que ce soit non-fumeurs ou des fumeurs, la répartition au niveau des populations culturelles, francophones, non francophones, c'est exactement la même. Une autre question. La proportion des répondants qui croient qu'utiliser un ventilateur réduit le risque de fumée secondaire. Donc, on a pris plusieurs exemples, je vous en ai choisi quelques-uns. Si on met un ventilateur et on circule l'air, est-ce qu'il y a moins de risque d'exposition de votre enfant? Et là, de nouveau, vous voyez la différence au niveau des non-fumeurs et des fumeurs, mais c'est intéressant de voir comment les populations, qu'ils soient francophones au Québec, francophones hors Québec ou les autres, comment est-ce qu'ils se répartissent. Est-ce que vous pensez que c'est efficace? Soit utiliser le ventilateur ou soit ouvrir la fenêtre ou la porte? Non. C'est absolument inefficace. Donc, vous voyez qu'il y a même parmi les gens qui sont non francophones, il y en a encore beaucoup qui pensent que enfin bon, c'est beaucoup, c'est 7% à peu près.